Bienvenue à cette conférence Eloquent dédiée, alors comme vous l'avez ici noté, à l'écoute client en continu et au traitement de l'insatisfaction associée. Comment, dans quelle mesure est-ce que ça permet de avoir une expérience client augmentée? C'est une question qui nous anime tous aujourd'hui. Déjà, je vais commencer par remercier nos intervenants qui vont pouvoir se présenter. Bonjour Jérémy. Jérémy, responsable du département Voix du Client, Alliance Partners France. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc je suis Jérémy Lebris, je suis responsable de département Voix du Client pour Alliance Partners France, dont la marque la plus connue est Mondial Assistance, effectivement. Merci. Bonjour Daniel. Alors Daniel, expert, professeur en marketing, directeur de l'Institut Capital Client. Je te laisse te présenter, mais merci d'être là. Je n'ai rien à ajouter. Parfait. Très bien. Et pour moi-même, pour ma part, je suis donc chef de produit écoute qui permet de mettre en œuvre des dispositifs d'écoute client. Je te laisse, Jérémy, présenter Alliance Partners France, peut-être, la marque. Donc, Alliance Partners France est le leader en termes d'assistance aux bénéficiaires. Donc, on travaille essentiellement avec des clients assureurs, mais aussi des constructeurs automobiles. Donc on est à chaque fois là pour porter assistance aux bénéficiaires lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Ça peut être un sinistre à l'habitation, un sinistre automobile ou encore par exemple un retour au domicile dans le cadre d'une hospitalisation. Donc voilà, on travaille, la spécificité c'est qu'on travaille en B2B2C. On vend nos solutions à des clients entreprises pour rendre service à leurs bénéficiaires. Donc voilà, c'est ça la spécificité de notre activité. Très bien, merci. Daniel, l'Institut Capital Client. Alors, donc, Grenoble École de Management en trois chiffres, c'est 6e école française, 20e européenne, 50e mondiale, ça c'est des classements. Et puis l'Institut du Capital Client, c'est une sorte de chaire multi-entreprise, avec des noms, tout le monde n'est pas là, mais voilà. Et on travaille en étroite collaboration pour créer et disséminer des connaissances. Donc créer, ça veut dire publier, donc moi je suis chercheur. Et disséminer, merci d'être là parce que je fais mon job. Tout à fait. Donc oui, merci d'être là. Autour de ce thème, la voix du client, qui, alors vous êtes rendu compte aussi bien que nous, j'imagine, elle est partout. C'est l'expression spontanée de la voix du client sur les réseaux sociaux, forums ou blogs, avec parfois des clients qui peuvent être animés par des comportements de vengeance, ou au contraire aussi de grande satisfaction envers votre part et les services produits que vous proposez. La voix du client, elle peut être aussi sollicitée par vous, mais aussi parfois l'activation ou non de certaines options sur votre téléphone par des moteurs de recherche assez malins. Et vous passez dans des endroits où vous recevez des enquêtes, vous ne savez pas trop un petit peu comment ça arrive, ou même par mail. Et cette voix du client, tout ça pour vous dire qu'elle est partout. Parfois, elle n'est pas canalisée. Et il y a un manque de contrôle, entre guillemets, puisqu'on ne sait pas un peu parfois comment la récupérer. Et il y a une autre chose aussi, on voulait en parler avec vous, c'est surtout une prise de conscience, c'est que la probabilité d'un bouche à oreille négatif est de 72% pour des clients non réclamants, c'est-à-dire des clients silencieux, donc des gens qui ne s'expriment pas jamais et qu'on a besoin d'aller, on va dire, solliciter pour faire de l'écoute. Alors, c'est un peu le thème de la conférence, de l'écoute active qui va se mettre au service de quoi? De l'insatisfaction, de son traitement, mais aussi de l'amélioration de vos services et de vos produits, et ce, en continu. Alors, donc je remercie encore Jérémy de venir nous parler de ce thème, et puis de Daniel aussi pour nous donner un petit peu ses points de vue d'expert sur le sujet. La voix du client, elle est importante aussi. Pourquoi? Et ça, on en parlera au cours de cette conférence, qui, vous voyez, on n'est plus sur un format table ronde et de discussion, donc vous aurez bien sûr la parole en fin de conférence pour vous poser vos questions. C'est aussi la voix du client au service de votre entreprise pour impliquer les collaborateurs, la partager. Et on verra dans quelle mesure est-ce que c'est fait au sein d'Alliance Partners France. Alors, enfin, on va présenter Eloquent quand même, parce qu'effectivement, on n'en a pas trop parlé. Alors, Eloquent, nous sommes experts de la relation client depuis 2001. Nous proposons des solutions de centres de contact multicanal qui permettent donc de gérer de manière unifiée les interactions clientes entrantes, les appels, les emails, les chats, les réseaux sociaux, etc. Et également, on édite une solution d'enquête multicanal qui va venir aussi mesurer, bien sûr, la satisfaction post-interaction avec votre service client, mais aussi à mettre en place, c'est le sujet d'aujourd'hui, des dispositifs d'écoute client en continu. Donc, on va voir un peu l'intérêt que ça présente.
Nous éditons également une solution d'analyse sémantique automatisée qui va permettre en gros d'analyser toute forme de vos écrits déstructurés pour en ressortir des manières tangibles. Alors, Jérémy va également vous en parler. Et donc cette analyse sémantique automatisée va se mettre au service bien sûr des gestions des interactions clientes entrantes, mais aussi des commentaires clients, les avis qui nous réunissent aujourd'hui. Et enfin, une solution de monitoring du parcours client. Alors, on va en parler des indicateurs qui sont très importants, ceux de vos centres de contact, mais aussi issus de vos enquêtes multicanales. Et voilà, on propose une solution qui permet de vous avoir une application mobile qui permet d'avoir ces indicateurs dans la poche et aussi la voix du client à disposition tout le temps, qui donc du coup représente le parcours client, puisque c'est ce sur quoi nous nous appuyons pour vous remontrer un petit peu ce qui se passe au niveau de votre parcours. Alors, tout d'abord, première question, pour vous Jérémy, pourquoi Alliance Partners France a mis en place un dispositif d'écoute en continu, quelles ont été les motivations de base, les points d'interaction que vous avez sur lesquels vous avez voulu vous intéresser, et voilà, si vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça. Bon, déjà, là, il faut savoir que le département voix du client est rattaché à la direction qualité, ce qui veut dire qu'on a le vrai souci déjà de monitorer la qualité de service que l'on délivre à nos bénéficiaires. Donc il y a déjà un enjeu interne de maîtriser cette qualité-là. Au-delà de nos problématiques, on va dire internes, tout ce qui est relation client, les mesures de la qualité de service, c'est aussi un levier de différenciation pour lequel on est totalement transparent avec nos clients entreprises à qui nous vendons nos solutions. Donc c'est à la fois un enjeu interne pour nous de mobilisation aussi de toutes les équipes prenantes qui participent. Ce sont des milliers de collaborateurs qu'il y a derrière, donc ça permet aussi de leur faire un retour sur le travail réalisé et ça permet aussi de fidéliser nos clients entreprises et de les incentiver quelque part aussi autour de la qualité de service. On est de plus en plus en collaboration avec nos clients pour apporter des solutions qui vont répondre aux pain points du client final. Donc c'est important de monitorer ça et aussi de faire des présentations de ces enseignements à nos clients entreprises sur la base de leurs clients finaux. Très bien. Merci. Si on parlait un petit peu indicateurs. Vous, quels sont les indicateurs que vous avez mis en place du coup au sein de votre dispositif? Alors aujourd'hui, au sein d'Alliance Partners France, nous avons principalement 3 indicateurs que nous suivons. La satisfaction globale, bien sûr. Le taux de recommandation qui s'exprime via le NPS. Je pense que tout le monde dans la salle aujourd'hui a entendu parler du NPS. Et aussi le Customer Effort Score, que là on va utiliser vraiment dans une logique de monitoring d'une action précise. Le NPS, on va chercher vraiment, c'est l'indicateur, on va dire, clé de l'entreprise. Ça va servir aussi à avoir certaines notions d'image auprès de nos clients entreprises. Tandis que la satisfaction globale, ça va être vraiment sur notre qualité de service, et le CES, Customer Effort Score, vraiment sur finalement le pain point durant une étape du parcours client. Très bien. Et Daniel, alors ton point de vue d'expert sur le lien entre indicateur et objectif, est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu sur le sujet dans le cadre de la relation client en général et de l'écoute, qu'on a dit qu'il fallait qu'elle soit active, puisque voilà, écouter un client sans traiter une insatisfaction, voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces indicateurs? Alors, je crois qu'on peut insister sur 3 points en complément de ce qui a été dit. La première chose, c'est qu'évidemment, je crois qu'on est tous dans cette salle débordés d'indicateurs. Ça, c'est clair. Si on pouvait faire une liste, je crois que ça ne tiendrait pas dans la salle. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la réalité. On peut les regrouper en 2 types, je pense. C'est assez simple. C'est tous les indicateurs qu'on va qualifier d'objectifs. Par exemple, le taux de décroché, quand on parle d'insatisfaction, ou ce genre de choses. Et puis, il y a tous les subjectifs dont vient de parler Jérémy. C'est, par exemple, le NPS, la satisfaction, le CES, et bien d'autres inventés. Voilà. Le deuxième point sur lequel, à partir du moment où on a dit il y a beaucoup d'indicateurs, le deuxième point qu'on peut noter, c'est quand même que, moi, ce que je remarque vu de l'extérieur, c'est quand même une très large confusion entre ces indicateurs. Et donc, je vois des entreprises qui me disent on mesurait le NPS, mais on va revenir à la satisfaction, l'un va remplacer l'autre. Et puis, tiens, c'est la mode du CES, alors allons-y, hop, on change et on va sur le CES. Alors, je ne veux pas me placer en conseiller, loin de là, je ne porte pas la vérité. En revanche, si vous redescendez au basique, qui est de se dire, mais au fait, on mesure quoi? Vous vous rendez compte qu'on ne mesure pas du tout la même chose. Vous venez de le dire très justement. Le NPS, qui est l'indicateur qui est un basique aujourd'hui, ça ne mesure pas du tout de la satisfaction, j'en suis désolé. Ça mesure de la recommandation. Qu'est-ce que c'est que la recommandation? Et en plus avec un calcul à l'intérieur dont on peut discuter. Mais qu'est-ce que c'est que la recommandation? Ce n'est pas la satisfaction. La satisfaction, c'est une cause de la recommandation. La recommandation, c'est, avec nos mots à nous, on appelle ça une attitude,
D'accord ? C'est vraiment une attitude, c'est ce que j'ai dans ma tête, ce que je compte faire. On ne mesure pas si vous recommandez. On vous demande si vous recommandez, ce qui n'a rien à voir. Hein. Juste pour rigoler, croisez un jour dans vos data l'intention de recommander et la recommandation effective. Et vous allez voir que vous tomberez par terre. Ce n'est pas parce que je déclare recommander que je vais recommander. Donc, le conseil que donnent les scientifiques là-dessus, et l'article n'est pas de moi, c'est si vous voulez mesurer la recommandation effective, demandez la recommandation effective, pas l'intention. C'est complètement faux. En revanche, ce que mesure, et ce qui est très intéressant dans le NPS, c'est l'intention de recommandation. C'est moins l'intention qui est intéressante que ce que j'ai dans ma tête. Si je compte recommander, ça veut dire que je suis quelque part un petit peu attaché, parce que je vais lier mon nom à la marque, et donc je me dis, je n'ai pas intérêt que ça ne marche pas bien. Donc, je lie mon nom à cette marque, ce qui veut dire que je suis globalement un petit peu attaché à cette marque. Donc voilà l'histoire de NPS, qui n'a rien à voir avec la satisfaction globale, qui peut être soit transactionnelle, liée à quelque chose, soit plutôt relationnelle. Et quant au CES, vous le disiez très justement, ça ne mesure pas du tout ça. Et quand on dit, je l'ai vu plusieurs entreprises récentes qui me disaient on a changé le NPS parce que le CES c'est mieux, excusez-moi, on ne mesure pas la même chose. Le CES, c'est lié à une interaction. Relisez l'original dans la Harvard Business Review, c'est clairement lié à une interaction. J'ai demandé, et ça s'est bien passé, parce que ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Et donc on ne mesure pas du tout la même chose. Et quand derrière on incentive les gens là-dessus, ça pose problème. Puis le troisième point, et ça c'est général pour terminer, c'est que nous sommes tous devenus des esclaves de l'indicateur. Et rassurez-vous, les écoles de commerce n'y échappent pas non plus, hein, je vous rassure. Nous, c'est les étoiles CNRS. Bon, voilà, donc il faut des étoiles CNRS à n'importe quel prix. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ça veut dire quoi que nous sommes devenus des esclaves de l'indicateur ? C'est qu'on s'est renversé. Un indicateur, c'est fait pour nous aider à atteindre nos objectifs, me semble-t-il. Hein. On se dit où est-ce qu'on en est ? Où est le chemin ? Et à partir de ce chemin, où est-ce que j'en suis sur le chemin ? Parce que je suis loin de la fin. Et bien là, on s'aperçoit que finalement, à partir du moment où il y a un indicateur quantitatif, les gens se cantonnent à l'indicateur quantitatif. Ce qui est normal, hein, il y a des lois bien connues là-dessus, psychologiques, ça a été largement montré. Si vous me donnez un indicateur, si Jérémy est mon patron et qu'il me donne un indicateur quantitatif en disant tu dois décrocher tant ou tu dois satisfaire, ton NPS doit être à plus 40, parce qu'il y a tel objectif, je peux vous garantir qu'au bout de quelques jours, je vais oublier l'objectif et je vais me concentrer sur l'indicateur, avec tous les comportements déviants qui vont contre la satisfaction du client. Vous l'avez tous vu et nous sommes tous témoins au quotidien. Moi, on me l'a fait encore hier après-midi en me disant, dites, mettez-moi bien 9 ou 10, s'il vous plaît. On est bien d'accord. Hein, on est bien d'accord, 9 ou 10. Et si je vous mets 8, ah non, sûrement pas 8. Non, mettez-moi bien 9 ou 10. Et moi, je pose la question, mais remplissez vos enquêtes vous-même, ce sera plus simple. Donc, nous sommes vraiment, là, nous voyons un vrai problème. Ça fait plusieurs entreprises qui nous demandent d'intervenir uniquement sur ce problème-là. Je vous cite un cas précis. Une entreprise mondialement connue, leader sur son marché, qui nous a demandé d'intervenir sur une seule chose. On sait très bien que tous nos pays arnaquent les enquêtes. Comment on peut éviter ça ? Parce que quand on arnaque les enquêtes, qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas où agir. Et donc, finalement, tout le monde y perd. Merci, Daniel. Alors, effectivement, les indicateurs sont récupérés dans le cadre de dispositifs d'écoute en continu. Juste, Jérémy, est-ce que vous pouvez nous rappeler à peu près le nombre d'enquêtes émises en continu, tous les jours, au quotidien et le canal utilisé pour ça ? Déjà, il y a une diversité des modes de recueil. On se plug, on choisit le mode de recueil selon les informations, bien sûr, dont on dispose sur les bénéficiaires. On ne dispose pas tout le temps de l'adresse email, c'est pourquoi on va contacter, on va réaliser des enquêtes par SMS. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on s'oriente vers l'envoi d'un SMS contenant un lien web, tout simplement parce que la part de smartphones dans la population est aujourd'hui largement assurée. Donc on se rend de plus en plus vers finalement une enquête online, mais réalisée émise initialement par un SMS. Mais il n'empêche qu'on garde des systèmes plus traditionnels que les enquêtes online. On a encore un tout petit peu de papier, parce que sur certaines cibles, c'est encore aujourd'hui le mode de recueil qui est le plus adapté. Mais dans tous les cas, on est sur 99% quasiment d'enquêtes numériques aujourd'hui. Merci. Donc on a parlé aussi beaucoup d'indicateurs, mais le verbatim dans tout ça, le commentaire client dans tout ça, sa place, elle en est où, Daniel, pour toi ? Alors, je vais avoir une réponse un peu décalée. Le verbatim, c'est le fantasme absolu, parce qu'on se dit, j'ai le verbatim, donc je sais quoi faire. Je sais expliquer la note. Voilà. Et donc tout va bien, c'est le bonheur. Et c'est ce que nous a vendu Reichheld avec son NPS. Hein. N'oublie pas, dans l'article de base, c'est vraiment le NPS, puis après il s'est dit, oups, il faut pouvoir agir, donc on va rajouter le why. Donc pourquoi ? Et j'ai mon verbatim. La question, c'est, pour ceux qui génèrent beaucoup de verbatim, et vous le savez, et il y a des gens spécialisés ici, hein, et j'en ai à côté de moi d'ailleurs, chez Eloquent, traiter des verbatim, quand j'en ai 2, on discute. Quand j'en ai 2 millions,
Là, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui savent bien traiter ça facilement. Sauf à ce que, évidemment, on donne des verbatims à chacun des commerciaux, et donc j'ai mes 3 verbatims, mes 10 verbatims, etc. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on arrive à les traiter de façon générique. Et là, aujourd'hui, moi, ce que je remarque, pour avoir travaillé dans le monde des sondages il y a longtemps, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas faire. Il y avait des logiciels qui disaient savoir faire, objectivement, excusez-moi, on ne savait pas faire. On faisait des magnifiques analyses factorielles des correspondances, mais bon, ça ne marchait pas très très bien au fond. Aujourd'hui, avec un certain nombre de logiciels, on y arrive, et on y arrive de mieux en mieux. Et je reviendrai bien à mes basiques, hein, c'est mon sujet favori, c'est de dire back to basic, quoi. Quand j'ai un verbatim, c'est un client derrière, c'est une personne humaine. S'il me dit ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et au lieu de me dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, mon NPS, mon COS, mon CES, mon machin, non, je reviens au verbatim et je traite mon verbatim. Qu'est-ce qu'il me dit? Je le rappelle, je vois. Et donc finalement, il y a bien 2 niveaux. Il y a le niveau analytique, mais il y a le niveau très concret. Et le client, ce qu'il attend, c'est le très concret. Ça n'empêche pas qu'on puisse traiter des verbatims qui nous permettent d'avoir des actions. Si on a 5000 fois la même occurrence sur un mot particulier ou sur quelque chose, évidemment, là, ça nous fait changer notre offre. Tout à fait. Effectivement, les dispositifs d'écoute en continu ont cela qu'on a des volumes conséquents qui arrivent en termes de verbatim. Pour vous, Jérémy, la place du verbatim au sein de votre entreprise, c'est... Je voulais déjà en introduction rebondir sur ce que disait Daniel tout à l'heure. On est tous un peu malades des indicateurs que l'on a aujourd'hui et quelque part les verbatims justement permettent d'en sortir. En tout cas, moi c'est comme ça que je perçois aujourd'hui la chose. On est obligé de donner une place de plus en plus importante au verbatim pour donner du crédit aux indicateurs. C'est vrai que de plus en plus finalement on peut présenter un niveau de NPS même s'il va connaître une super évolution. C'est pas comme ça qu'on va capter aujourd'hui l'attention des personnes à qui on présente les scores. Il n'y a rien de plus puissant qu'une analyse, enfin une restitution d'un verbatim qui va mettre en évidence les propres lacunes d'une organisation, les propres défaillances d'une offre commerciale. Donc ça, c'est déjà pour donner un peu de force de frappe et aussi tout simplement pour identifier des choses auxquelles nous, entreprises, n'avions pas forcément pensé. Les questionnaires de satisfaction ne sont qu'une vision de nos propres organisations ou des organisations de la perception, en tout cas des instituts. Donc c'est important aussi de laisser s'exprimer spontanément les bénéficiaires, les clients, pour que justement ils nous donnent leur vision, qui peuvent sortir de nos process. Et donc là, ils vont parfois nous donner aussi des pistes tout simplement d'amélioration quant à notre manière de penser tout simplement. On raisonne, on a tous le défaut de raisonner, moi à l'échelle de ma direction, de mon service, de mon offre. Finalement, le client, il s'en fiche de tout ça. Il ne va pas raisonner en disant finalement, vous avez tardé un petit peu pour me répondre lorsque je vous ai envoyé un email, etc. Il va considérer, par exemple, le délai d'attente dans sa globalité. Et ça, on peut le voir qu'à travers des verbatims. On ne va pas forcément le percevoir au travers des données d'enquête. Donc, c'est important d'avoir les 2 dispositifs. Et c'est vrai que des solutions automatisées permettent d'avoir une grande force de frappe avec du temps réel. Et ça, c'est aujourd'hui un vrai atout aussi pour mobiliser les équipes et pour leur donner du sens aux indicateurs. Merci. Alors effectivement, dans le cas d'un dispositif d'écoute client, quelque part, lorsque vous allez solliciter vos clients, c'est presque comme une conversation qui était entamée. C'est-à-dire, vous allez leur poser une question, et puis en cas d'insatisfaction détectée, eh bien, attention à l'effet boomerang, si on ne répond pas, c'est-à-dire on a une très mauvaise note. Le client s'est exprimé, j'ai pris un petit peu de son temps, et puis au final, je ne fais pas forcément quelque chose. Alors, c'est ce que je vous propose d'aborder sur le sujet, le traitement de la satisfaction. Alors, Jérémy, en cas d'insatisfaction détectée, via le dispositif d'écoute client, qu'est-ce que vous faites en termes d'action corrective ou autre? Aujourd'hui, ça c'est une orientation que l'on prend de plus en plus et que les organisations, je pense, globalement prennent de plus en plus. C'est vraiment le traitement des bénéficiaires, des clients insatisfaits. Nous, on s'engage dans certains cas de figure, pour certains clients aussi, entreprises que nous avons, à rappeler ces bénéficiaires qui se déclarent insatisfaits. Tout simplement parce que déjà, ça nous permet d'identifier, on va dire, nos propres défaillances. Donc, on s'inscrit dans une logique d'amélioration continue. C'est important aussi de matcher, on va dire, ces informations. Et puis, tout simplement, il faut pouvoir générer à nouveau de la satisfaction. C'est pas parce qu'on génère une insatisfaction à un moment clé du parcours que ça veut pas forcément dire qu'on a perdu totalement un client. C'est encore le moment de le rattraper, c'est encore le moment de le convaincre, de lui expliquer. Juste, généralement, écouter le bénéficiaire ou le client en l'appelant et en disant on est navré de ce qui s'est passé, expliquez-nous ce qui s'est vraiment passé. Généralement, ça suffit dans la plupart des cas à résoudre le problème. Donc on arrive à convertir une insatisfaction en satisfaction ou du moins à rehausser un petit peu sa perception. Et encore une fois, nous on s'engage pour des clients entreprises. Donc c'est important de ne pas détériorer notre image de marque, mais aussi celle des clients qui ont pris nos solutions.
Et outre l'insatisfaction détectée, qu'apprenez-vous de vos clients qui vous enrichissent, vous, en termes de... Alors, effectivement, on parle souvent des insatisfaits, mais outre ça, est-ce qu'il y a des choses que vous apprenez de gens très satisfaits ou neutres? Comment ça vous enrichit? Alors, on regarde effectivement, bien sûr, ce que nous disent les clients insatisfaits, mais on regarde aussi ce que nous disent les clients très satisfaits. Il y a deux vertus à cela, c'est qu'il faut comprendre bien sûr ce qui ne va pas, donc ça c'est pour les clients insatisfaits, mais aussi comprendre ce pourquoi on surperforme. Donc ça c'est important aussi pour valoriser encore une fois nos produits ou nos services, mais pour aussi faire porter les messages en interne. Il ne faut pas toujours montrer du doigt ce qui ne va pas dans les dysfonctionnements qu'il peut y avoir dans les process, etc. Il faut aussi dire finalement, voilà, aujourd'hui dans peut-être 95% des cas, la relation se passe extrêmement bien. Nous, on est en plus sur un secteur d'activité qui est particulier, c'est de l'assistance. Donc on est là en principe pour résoudre vraiment une situation difficile pour le bénéficiaire. Donc c'est important de valoriser ces messages-là et de comprendre finalement aussi ce qui plaît énormément auprès des bénéficiaires. Donc ça, on le voit au travers des questions fermées, bien sûr, en identifiant la part de clients très, très satisfaits, mais aussi au travers de verbatim, où là, on peut filtrer sur aussi les bénéficiaires, les verbatim positifs. Très bien. Alors, Daniel, maintenant, une petite question pour toi. Quels sont les liens que l'on peut établir entre le traitement de l'insatisfaction et la rentabilité? Ça, ce sont des questions vraiment que même nous, nos clients, nous posent énormément. Je pense que c'est un point intéressant aussi pour vous, de voir un petit peu quels sont les liens qu'on peut faire à ce niveau-là. Alors, en effet, c'est la question de base. Et plus vous montez en haut, il m'arrive souvent d'intervenir face à des COMEX ou des CODIR. Et c'est la première question. Et c'est celle qui permet de franchir. C'est un basique. Voilà. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y a des dizaines et des centaines d'articles là-dessus scientifiques. Parce que comme c'est cette grande question-là, il fallait la résoudre. Alors, elle n'est pas résolue. Je ne peux pas vous garantir que dans chacune de vos entreprises, c'est x 3,5. On aimerait bien, mais non. Et plus vous pouvez être arrogant là-dessus, plus il faut rajouter de chiffres après les virgules, bien sûr. Voilà. 3,52, comme ça fait encore mieux. Ça, malheureusement, ce n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est compliqué. Alors, ce que je peux vous donner, c'est 2-3 chiffres qui sont quand même assez référents, qui ont été publiés dans les meilleurs journaux au monde. Je vais vous donner un chiffre qui est intéressant. Il a été traité sur 10 ans. C'était très simple. Nous sommes aux États-Unis et vous avez investi $100 dans la bourse américaine. Et vous regardez 10 ans après combien ça vous a rapporté. Vous voyez, là, c'est une question extrêmement simple. Et vous coupez votre panel d'entreprise en 3. Soit vous avez investi au hasard de la bourse américaine, donc avec l'indicateur Standard & Poor's, par exemple. Et dans ces cas-là, vous regardez bien, et bon an, mal an, je pourrais vous en montrer le graphique, bon an, mal an, vous êtes passé de $100 à, en gros, $200. Donc vous avez fait x2 en 10 ans, en investissant au hasard de la bourse américaine. Maintenant, les auteurs, Kenningham et les autres, ont dit, tiens, maintenant, si on prenait un panel les entreprises qui en font partie ont une seule caractéristique spécifique, et c'est toute chose égale par ailleurs, c'est l'intérêt d'avoir un raisonnement scientifique, c'est qu'ils contrôlaient tout le reste, enfin, le principal, c'est qu'ils essayaient de montrer quelles sont les différences entre l'entreprise type Standard & Poor's et l'entreprise qui a une différence majeure qui est « je satisfais moins bien que la moyenne ». Je satisfais moins bien que la moyenne. Et donc, ils ont regardé l'évolution du cours de bourse de ces entreprises qui ont une seule caractéristique, j'insiste, différente, c'est « je satisfais moins bien que la moyenne ». Et au lieu de passer de 100 à 200, ils passent de 100 à 100. Donc, comme vous voyez, on divise par 2. Et là, je pense que ce n'est pas la peine d'être un grand trader pour se dire « oups, là, il y a un petit problème, ça vaut peut-être le coup d'investir dans des boîtes, enfin de ne pas investir dans des entreprises qui ne satisfont pas ». Et bien sûr, ils ont construit un troisième panel, alors je simplifie, dont les caractéristiques sont inverses, c'est-à-dire que ce panel d'entreprises, c'est un panel qui regroupe des entreprises qui satisfont mieux que la moyenne, pour simplifier. C'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, c'est ça, qui satisfont mieux que la moyenne. Et ce panel-là, il est ni au bout de 10 ans, en cours de bourse, il est ni à 200, ni à 100, il est à 300. Donc là non plus, ce n'est pas la peine d'être un grand trader pour se dire « oui, j'ai tout intérêt à investir dans des entreprises qui satisfont leurs clients mieux que la moyenne ». Et donc, conclusion, alors là, vous le voyez, allez sur les plaquettes pour les actionnaires des entreprises qui font partie de la CSI, l'American Customer Satisfaction Index. Eh bien, vous allez voir que toutes ces entreprises ont au moins 1 ou 2 pages sur les plaquettes destinées aux actionnaires. J'insiste, nous sommes bien dans un monde financier. Et vous avez 1 ou 2 pages qui ne parlent que de satisfaction. Et il y a même un article scientifique qui a montré que la connexion, le jour de la sortie de l'American Customer Satisfaction Index, vous avez 10 000 ou 50 000 connexions dans le quart d'heure, et puis après, plus personne. Et ces 10 000 connexions, c'est tous les traders qui se disent « est-ce que je dois vendre ou acheter ?» Je crois qu'en 2005, Dell
en 3 heures, a perdu 12% de sa valeur. Pourquoi? Parce que la CSI venait de sortir et qu'ils avaient perdu de l'ordre de 6%, je crois. Après, ça a bougé, mais globalement, il y a un effet... Ça, c'est pour la satisfaction en général. Et puis après, on peut se dire, du coup, le traitement des réclamations n'a rien à voir avec ça. Ben si, pour satisfaire ses clients, on l'a vu, si on traite les réclamations, et là, je vous renvoie à toutes les publications faites avec l'Association pour le management de la réclamation client, qui avait d'autres choses là-dessus. Oui, tout à fait, qui en parlait aussi en plénière. Voilà, la devise, c'est transformer le pépin en pépite. Oui, là, il n'y a pas de problème non plus. Alors là, je pourrais vous en parler longtemps aussi, mais je vais rester très, très simple en vous disant, globalement, quand vous traitez bien une insatisfaction, d'abord, préalable, pour la traiter, il faut l'avoir entendue. Et il y a une dizaine d'années, il y avait une étude qui montrait que dans la grande consommation, chez Carrefour, chez Leclerc, etc., 6% des réclamations, enfin des insatisfactions étaient entendues. 6%, ce qui veut dire que 94% n'étaient pas entendus. En B2B, c'était plutôt 50-50, etc. Donc je pense que pour Allianz, c'est fondamental de se dire on va commencer par écouter. Puis une fois qu'on a écouté, alors on peut traiter. Et quand on traite, il y a 2 grandes conséquences, des conséquences de réduction du négatif et des conséquences d'amélioration du positif. Il y a bien les deux à la fois. Donc pour faire simple, la réduction du négatif, c'est quoi? J'évite le churn, j'évite le bouche à oreille négatif. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on sait que ça, c'est extrêmement coûteux. Et puis, il y en a bien d'autres. Et puis, dans le positif, par exemple, on s'aperçoit que le panier moyen des gens dont on a traité la réclamation, qui étaient insatisfaits, dont on a traité la réclamation et qui ont été très satisfaits de la réclamation, le panier moyen est bien meilleur. Pire encore, ou mieux encore, ils font plus de bouche à oreille. Pire encore, ils restent plus longtemps. Donc, on pourrait dire, en caricaturant, maltraitez vos clients pour mieux les traiter après, et vous avez gagné. Le problème, c'est que malheureusement, j'ai peur que si vous avez 5 millions de réclamants du jour au lendemain, vous ayez du mal à bien traiter. Merci Daniel. Alors, les dispositifs d'écoute client, on le comprend, ça permet d'apprendre de vos clients, de les comprendre, d'agir, de suivre les indicateurs. Mais dans la part d'action, il y a aussi le partage des commentaires clients. Il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Partage des avis auprès des collaborateurs, des directions, des managers. Alors, l'implication des collaborateurs, je pense que c'est un vrai sujet pour tout le monde aujourd'hui. Comment on la mesure, cette implication-là, et dans quel but? Ça passe peut-être par le partage, mais il y a aussi des outils qui peuvent être mis à disposition des entreprises pour ce faire. Et Daniel, toi, tu as été à l'initiative et même fondateur du COSS, le Customer Orientation Score. Dans quel but a-t-il pu aider les entreprises? Alors, le COSS, c'est né d'un constat très simple qu'on fait tous, c'est qu'on ne manage bien que ce qu'on mesure bien. Et donc, si maintenant je rentre dans mon usine, chez Allianz ou ailleurs, dans mon usine de produits ou mon usine de services aussi, je suis dans un restaurant, dans un hôtel, je dirais bien à la SNCF, puisque j'arrive de Grenoble ce matin, et je dois en repartir ce soir, comme sans doute certains d'entre vous. Voilà, typiquement, c'est bien notre usine, donc c'est d'actualité. La question, c'est sur quoi je peux jouer pour améliorer l'expérience client et optimiser l'expérience client. Vous pouvez faire le tour tant que vous voulez. Globalement, vous pouvez jouer sur les process, les normes, les KPI, en disant il est important d'accueillir les gens. L'accueil, c'est très important. L'accueil, ça ne va pas, donc il faut que tu dises bonjour. Voilà. Pourquoi? Non, je ne cherche pas à comprendre, tu dis bonjour, c'est important. Bon, ok, il y a un process pour ça, avec des enquêteurs clients mystères, c'est mon KPI. Et donc, Aurélie, elle se fait engueuler parce qu'elle n'a pas dit bonjour. Voilà. Ou qu'au contraire, elle a dit bonjour. À quoi on en arrive? C'est la première chose. À quoi on en arrive? Vous l'avez tous vu. C'est qu'Aurélie va dire bonjour, obligatoirement. Et donc, elle va vous dire bonjour. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça va pas bien marcher. Pourquoi? Parce que pour Aurélie, ça n'a plus aucun sens de dire ça. Et nous le voyons au quotidien. Alors évidemment, ça peut paraître caricatural. Non. Regardez-le bien au quotidien. On revient aux indicateurs. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, donner du sens aux indicateurs, c'est fondamental. Et donc, nous, on est parti de ce constat-là, de se dire, mais je ne comprends pas. Le bonjour, c'est un basique, mais en même temps, moi, je ne me sens pas accueilli. On m'a accueilli, mais je ne me sens pas accueilli. Alors que quelqu'un, Aurélie, peut me dire bonjour. Et là, je ne sais pas pourquoi, ou même rien, mais juste me sourire et je me sens accueilli. Et là, c'est l'autre pan. On a les process, les normes et les KPI. Et puis, il y a ce qu'on a, excusez-moi, dans nos tripes, d'accord? Dans nos tripes, c'est notre culture. C'est la culture client. Alors là, c'est un mot très à la mode. Et si on avait le temps, je ferais bien un petit sondage en disant, c'est quoi votre définition de la culture client? Et là, vous verrez qu'il y a autant de définitions que de personnes dans cette salle. Tout le monde en parle, et moi le premier. Et finalement, on n'a même pas un échantillon sur nous, comme dirait Coluche à l'époque. Donc concrètement, de quoi parle-t-on? La culture client, l'orientation client, ce sont des croyances et des valeurs partagées. J'insiste, des croyances et des valeurs partagées. Donc ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on a dans notre tête.
Et ces valeurs, moi je travaille chez Eloquent, par exemple, on discute, comment on discute ça, quelles sont nos croyances? Ah tiens, j'ai bien arnaqué ce client, oh bravo, ça c'est une croyance. Ou au contraire, comment tu lui en as vendu pour plus que normal, ça ne va pas du tout, tu n'es pas digne de, etc. Ça c'est un grand moment de croyance et de culture client. Et donc on est parti de là et on s'est dit, les KPI ils existent, les process on en voit plein, les indicateurs on en voit plein. Maintenant, comment on mesure la culture? Et là, vous pouvez regarder dans le monde entier des indicateurs de mesure client scientifiques, il n'en existe aucun. Ou alors, montrez-les-moi, aucun. Et donc on s'est dit, tiens, c'est comme c'est curieux, alors que d'un point de vue théorique, il existe beaucoup d'articles là-dessus. Et donc voilà pourquoi on a essayé de monter à partir des articles scientifiques ce qu'on a appelé le Customer Orientation Score, et qui globalement est en vrai 2 indicateurs. Un indicateur du COS, c'est-à-dire de la culture client, qu'on appelle le COS Company, qui est l'indicateur de la culture client de l'organisation, et puis un indicateur de la culture client, qu'on appelle le COS Employé, qui est l'indicateur de notre culture à nous, dans nos tripes, à titre individuel. Voilà. Et donc, à partir de ces 2 indicateurs-là, on a beaucoup de résultats, et des résultats qui sont extrêmement intéressants, parce que, comme le disait Catherine Ruki, je ne pense pas qu'elle soit dans la salle, elle travaille chez NR, elle nous a dit, mais c'est chirurgical ton truc. Ben, c'est ça, c'est qu'on ouvre le ventre et on dit, ben voilà. Et le problème, c'est qu'on n'interroge pas des clients ou des experts, ça n'a rien d'objectif. La culture, ce n'est pas du tout objectif. On interroge les collaborateurs, et l'ensemble des collaborateurs, de tout en haut à tout en bas. Et là, comme par exemple chez Lafarge, on a interrogé l'ensemble des collaborateurs, ou chez Decathlon en Inde ou ailleurs, etc., ben, on a des résultats qui permettent d'être extrêmement précis. Et du coup, de se dire, ben, visiblement, alors je dis n'importe quoi, dans telle boutique, là, il y a un problème d'orientation client à peu près global, et qui vient plutôt des collaborateurs en tant que tel. Et ce n'est pas un jugement de valeur, hein. On ne distribue pas les gommettes en disant c'est bien ou c'est pas bien, pas du tout. C'est juste que moi, si je ne suis pas naturellement orienté client, je dois faire un effort. Je dois faire un effort. Et c'est compliqué de faire cet effort-là. Et quand je me retrouve toute la journée face aux clients, c'est compliqué. Et donc, il y a toute une série de résultats. Alors, un exemple parmi d'autres, vous avez des entreprises où quand vous avez une des 3 dimensions du Cost Company, c'est l'impulsion stratégique. C'est en gros, est-ce que tout en haut, je les sens, moi, orienté client, et est-ce que mon manager à moi, il est orienté client? Et le comité de direction répond aussi. Hein. Et dans certaines entreprises, on s'aperçoit que les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs, y compris le comité de direction, dit « Ah non, 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 nous, comité de direction, on n'est pas du tout orienté client. » En revanche, nos managers à nous, locaux, ils sont extrêmement orientés client. Et à propos, qu'est-ce qu'on met comme incentive lié à la relation client? Rien du tout. C'est tous des indicateurs de productivité. Quand vous regardez les résultats, vous vous dites « Cette entreprise, excusez-moi, elle est cornérisée. » Parce qu'elle va pouvoir mettre en place toutes les formations, tout ce que vous voulez sur la culture, essayer de changer les gens. Les gens vont regarder là-haut en disant, de toute manière, eux, ils n'y croient pas. Donc, ça ne sert à rien d'avancer. En revanche, vous avez une entreprise connue, c'est le moins qu'on puisse dire, et quand vous voyez que tout est parfaitement aligné et que la culture client, elle vient de tout en haut, et que là-haut, tout le monde est persuadé et réellement que le client, c'est le plus important, ben c'est plus simple. C'est plus simple. Il y aurait bien d'autres exemples, je pourrais en parler pendant longtemps, mais voilà, typiquement, après on peut en discuter après, il y a des questions là-dessus peut-être, mais des résultats très précis qui permettent d'agir sur la culture. Et on peut changer les indicateurs, on peut aussi recruter des gens qui soient plus orientés clients, par exemple. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est extrêmement rentable. Merci. Jérémy, c'est un sujet chez vous, chez Alliance Partner France, l'implication des collaborateurs dans le cadre même d'un dispositif d'écoute, partage. C'est vrai que tout à l'heure, on le redisait, les entreprises, globalement, aujourd'hui, sont malades un petit peu de tous les indicateurs que l'on peut avoir. C'est important de pouvoir redonner du sens aussi aux collaborateurs, au-delà des simples chiffres. On a bien sûr des objectifs de NPS qui sont fixés à l'échelle des plateaux, etc. Néanmoins, il faut aller au-delà. Il faut pouvoir porter la parole aussi, tout simplement, sur la culture client et pas juste dire, et pas, entre guillemets, juste abrutir les gens avec il faut atteindre 68 parce que 68, c'est bien. Non, au-delà de ça, il faut justement rencontrer les équipes, leur expliquer de manière pédagogique ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. C'est dans les 2 cas que ça marche. Il faut aussi dire ce qui va bien et valoriser les bonnes pratiques, ne pas hésiter aussi à faire intervenir les équipes. Quand nous, on rencontre les clients entreprises, parfois moi je viens avec certains de mes collaborateurs pour justement qu'eux-mêmes portent la parole, qu'ils ont des bénéficiaires en direct. Donc c'est important d'impliquer les collaborateurs pour que justement les entraîner avec nous dans la culture client. Moi, je ne pense pas qu'on puisse le faire uniquement en disant de manière un petit peu autoritaire, non, aujourd'hui, on va suivre le NPS, demain, on va suivre le CES, parce que justement, c'est à la mode, etc. Ça, j'y crois pas. Je pense que les entreprises qui le font de cette manière-là se trompent. Il faut pouvoir impliquer les collaborateurs
Et tout simplement, en tout cas, c'est le parti pris que j'ai, c'est de les impliquer de manière qualitative. Il faut vraiment donner du sens aux données que l'on peut avoir. Hier, j'étais encore à la rencontre de certaines équipes. Ils étaient persuadés qu'ils ne faisaient pas de la qualité. Alors pourtant, quand on fait venir par exemple des clients entreprises sur les plateaux et qu'ils écoutent nos chargés, ils sont tous intimement convaincus que nous faisons de la qualité. Ce sont des clients entreprises qui nous en font part, mais pour autant les collaborateurs ont un sentiment différent. Tout simplement parce qu'ils ont perdu certainement un peu de sens quant au travail qu'ils réalisent. Parce que justement, encore une fois, on est un petit peu malade de tous ces indicateurs. Donc il faut arriver finalement avec parfois, j'en parlais tout à l'heure, avec des verbatims tout simplement. Des verbatims qui disent finalement je vous ai appelé à 4h du matin, j'étais tout seul au bord de la route et finalement vous m'avez sauvé. J'étais avec mes enfants, etc. Donc là on donne aussi un peu une dimension émotionnelle au travail qui est réalisé, on redonne du sens et ça c'est important. Et pour ne pas créer une dichotomie entre finalement des KPI qui vont être fixés et suivis par les membres du CODIR et par les directions et des équipes opérationnelles pour lesquelles, dans tous les cas, que le NPS il baisse de 1 ou qu'il augmente de 5, ça ne va rien jouer sur leur quotidien. Il faut apporter vraiment la voix des bénéficiaires, des clients au plus proche des équipes. J'en parlais tout à l'heure justement avec Aurélie. Il faut casser les filtres que l'on a dans nos organisations. Il faut faire parler directement les clients finaux, faut les rapprocher des membres du CODIR, il faut les rapprocher des collaborateurs, il faut les impliquer directement. C'est comme ça qu'on arrivera à redonner du sens à nos organisations et à ancrer la culture client. Du coup, c'est ce que vous comptez mettre en place en 2018 un petit peu, c'est le sens de votre démarche? On va certainement s'appuyer, faire venir encore plus nos clients finaux au sein de notre entreprise. Ça peut être aussi une meilleure diffusion, par exemple, des verbatims. Je pense notamment, par exemple, à des membres du CODIR, etc. Aujourd'hui, on est tous un peu prisonniers de ça aussi. Hein. On applique tous certains filtres en disant ça on peut pas le mettre parce que c'est un lancement d'offres, etc. Ça on peut pas le mettre parce que bon c'est un peu touchy en ce moment sur cette direction, etc. Sauf qu'au final la perception finale des décideurs, des membres du CODIR peuvent finalement être tronquée par une succession de filtres. Donc c'est important de pouvoir leur donner un accès direct à l'information, au verbatim, par exemple à la vraie voix des clients. Très bien, merci. Alors, on va pas tarder à conclure. Jérémy, vous, en gros, dans quelle mesure un dispositif d'écoute client a-t-il pu proposer une expérience client augmentée? C'était le thème un peu de notre conférence et puis de faire qu'on soit tous là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure est-ce que ça permet d'y contribuer? Alors, ça permet, comme je le disais tout à l'heure, ça permet de donner du sens. Et il ne faut pas uniquement aussi porter des chiffres en apportant son 68, etc. Donc il faut créer des dispositifs d'écoute client, mais les accompagner. Il ne faut pas juste mettre des choses en marche et les laisser diffuser naturellement. Il faut faire de la pédagogie auprès des équipes. Faut porter les messages, relayer, toujours s'inscrire dans une logique d'amélioration continue. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, nous, le dispositif d'écoute client que l'on a, c'est bien sûr un levier de fidélisation important. C'est aussi un levier de motivation des équipes. Et c'est aussi un pourvoyeur important d'amélioration continue. L'amélioration continue, ça s'appuie sur les collaborateurs, etc. Mais aussi et surtout par les remontées des réclamations, les remontées au travers des données d'enquête. Donc c'est aussi en ça que c'est important, que ça, en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois, que ça contribue à une expérience améliorée, augmentée. C'est qu'il faut vraiment s'appuyer pour impliquer l'ensemble des parties prenantes au sein d'une organisation et impliquer aussi ses clients avec soi. Du coup, qu'est-ce que vous avez observé au niveau de la mesure sur la qualité de service? Il y a des choses que vous avez pu sentir en termes d'amélioration, des choses? Bon, déjà, au-delà de la simple évolution des niveaux de recommandation de satisfaction que l'on a pu observer, c'est aussi une culture, une implication plus forte des collaborateurs, tout simplement parce qu'aussi on a réalisé des formations. C'est important de ne pas laisser tout seul non plus face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc ça nous permet de donner une certaine force de frappe et on renforce ainsi la fidélisation aussi de nos collaborateurs. Encore une fois, c'est le fait de donner plus d'implication, de donner du sens au travail qui est effectué. Donc ça, ce sont, on va dire, les principaux bénéfices que l'on a observés aujourd'hui. Et surtout, ça nous permet de nous différencier de la concurrence. Donc c'est un vrai levier de différenciation et de fidélisation de nos clients entreprises. Aujourd'hui, je pense que par rapport, par exemple, à 5 ans, il y a 5 ans, finalement, la qualité de service, ou 5-10 ans, la qualité de service était toujours un petit peu la partie annexe au sein des appels d'offres.
aujourd'hui, quelque part, on va dire que la partie opérationnelle, les clients entreprises partent du principe qu'elle est assurée, que c'est un basique, tandis que la qualité de service, finalement, elle prend de plus en plus de place. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un dispositif d'écoute client, c'est pour répondre à ces attentes-là et pour prendre les devants justement sur les attentes de nos clients entreprises. Très bien. Pour toi, Daniel, est-ce que tu as vu l'émergence de nouveaux indicateurs aujourd'hui qui font que de l'écoute client, qui permettent d'en faire une expérience client augmentée? Est-ce qu'il y a des tendances, des choses que tu as un petit peu senties à travers ce que tu regardes, ce que tu étudies? Alors là aussi, je vais être très décevant parce qu'il y a des indicateurs qui sortent tous les jours. Hein, on l'en voit chez Ipsos, voilà, chez Forrester, récemment chez BVA avec la CX Machine. Hein, je voyais ça tout à l'heure. Et sûrement d'excellents indicateurs. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus. La question, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est pourquoi faire? On revient aux indicateurs. L'indicateur, c'est bien, mais ce n'est que le point de quelque chose, le reflet de quelque chose. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire... l'indicateur n'est qu'un point, qu'est-ce qu'on veut faire derrière? Et donc, passer de saute-mouton en saute-mouton en disant, tiens, le NPS, oh, le nouveau, c'est le CES, ah, bientôt le, etc., c'est peut-être pas la solution. Et donc, il y en a tous les jours. Et j'insiste, des peut-être excellents. Alors moi, je me mets, par exemple, si je parle de l'application Cockpit, qui donne des indicateurs au quotidien, qui est une super application, le problème, c'est qu'est-ce que j'en fais? Une fois de plus, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, nouveaux indicateurs, oui, un peu partout. Moi, j'aurais tendance à dire, à chaque fois, se poser la question de qu'est-ce que ça m'apporte en plus. En plus, ça fait changer le travail des équipes, les habitudes qui sont prises. Donc, on peut discuter. En revanche, et sans que ce soit un scoop, c'est quand même assez intéressant, ça fait 2 ou 3 ans maintenant qu'on travaille dans la continuité du COS à se dire, c'est curieux, mais on ne mesure jamais dans les enquêtes de satisfaction. Alors, nous, avec le COS, on mesure ça chez les collaborateurs. Mais quand vous êtes chez Allianz, par exemple, en tant que client, moi, il y a ce que je vois, la qualité, le coût, le prix, le délai, etc. Quand je suis à Val d'Isère, je travaille avec la Compagnie des Alpes, on me pose des questions sur les bourrelets sur les pistes. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, j'avoue que les bourrelets sur les pistes, c'est pas mon truc, quoi. Mais en revanche, la piste est agréable, etc. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est un indicateur, ok, mais il n'y a pas quelque chose de, j'allais dire, de tripal. Vous voyez ce que je veux dire? C'était génial. Bon, ok, ça s'est finalement pas si bien passé que ça. On n'a pas pu me résoudre mon problème, mais waouh, quoi. Excusez-moi de le dire comme ça. Comme le disait Jérémy tout à l'heure, ils se sont défoncés pour moi, quoi. Objectivement, ils n'ont peut-être pas résolu mon problème, mais vraiment, c'est fantastique. Et dites-moi, où est-ce que dans vos études et dans nos études de satisfaction, il est où l'item waouh, ils se sont défoncés pour moi, même si, eh bien, il est nulle part. Et même dans la satisfaction globale, si je vous demande si ça, par rapport à vos attentes, ça a correspondu, c'est extrêmement cognitif tout ça. Or, dans la réalité, si on veut enchanter nos clients, il ne faut pas être juste bon. Il faut être enchanteur. Enchanteur, c'est l'expérience client, pas Iné Gilmore, hein, l'expérience client mémorable. Et mémorable, c'est pas juste quelque chose de basique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, c'est quelque chose qu'on va ressentir avec nos tripes. Et la question, c'est où est-ce qu'on le mesure? Eh bien là, on est en train d'essayer, ça fait 2 ans qu'on le teste et on voit que ça marche bien, d'essayer de trouver un peu la façon du NPS, 1 ou 2 questions, et pas 50, 1 ou 2 questions qui résument ça. Et donc le scoop, c'est que là, j'avais des résultats, c'est encore chaud, qui montrent que les questions qu'on pose et qu'on va valider, on va bientôt publier là-dessus, sont très, très prédictrices de la satisfaction globale. Notre question est la plus prédictrice, vous pouvez laisser tomber le prix, la qualité, etc. C'est la plus prédictrice de l'enchantement. Et ce, sur N entreprises. Et dans différents domaines, B2B, B2C. Mais on le voit au quotidien, nous, clients. Et surtout, c'est la plus prédictrice du NPS aussi. Donc, si à la question, comment j'améliore mon NPS, quel indicateur je vais trouver, qui va être simple et qui va me dire, c'est cet indicateur-là qu'il faut que j'augmente pour améliorer mon NPS, mais qui a du sens autour de ce tripal, c'est-à-dire de la culture client, l'intention que vous avez de me satisfaire. Voilà. Très bien. Merci. Alors... Dans le dispositif d'écoute client, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelque part, une enquête, c'est prendre un petit peu de temps, c'est une conversation entamée. Ça fait partie d'une relation, la relation client, on est tous là aussi pour observer un petit peu les phénomènes qui se passent autour. Il y a une récente étude d'Accenture Stratégie, la 13e du nom annuelle de la Global Consumer Pulse Research, qui nous apprend que 44% des Français, près de la moitié des consommateurs français, sont passés à la concurrence parce qu'il y avait une expérience d'achat vécue de manière pas suffisamment personnalisée. Alors, si on recoupe sur la relation,
C'est quoi? C'est en fait effectivement quand je suis pas forcément en confiance, j'ai pas forcément envie de confier mes données personnelles à quelqu'un, puisque de toute manière en amont, on m'a pas personnalisé la relation. Et le dispositif d'écoute client en fait permet déjà de comprendre un petit peu ces mécanismes-là, puis de rassurer un petit peu aussi les clients, notamment lorsqu'on va publier aussi les avis clients que je vais pouvoir collecter sur des pages web entreprises ou produits ou services. Donc pensez à cette réassurance-là. Donc voilà. Donc cette étude, malheureusement, elle montre un petit peu parfois des difficultés qu'on a à ne pas hyper personnaliser la relation pour rassurer. Et c'est quand même une perte. Alors vous lirez l'article si vous le voulez, mais je vous dis l'info, 102 milliards d'euros perdus en 2017 sur l'ensemble des entreprises françaises. Ce sera le mot de la fin. Et bien sûr, si vous avez des questions, on est à votre écoute. Voilà. Vous avez, d'accord. Donc là, je vais peut-être revenir sur le slide. Des questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question pour Jérémy. Vous avez beaucoup parlé de culture client avec Monsieur Ray, si j'ai bien compris. Et vous avez aussi parlé de formation et de profil, justement sur toute la partie service clientèle. Et je voudrais savoir quelle réponse dans votre entreprise vous apportez aux recherches de profil pour être le plus proche possible de professionnels qui est la culture client. C'est un petit peu si je reprends votre question, c'est les formations que l'on a pu mettre en place autour de ça, non? Excusez-moi, j'ai pas. Au-delà de la formation, oui. Comment vous théorisez, ou en tout cas comment vous réfléchissez sur le recrutement des bons profils, justement sur l'orientation, cette fameuse orientation client, parce que je pense que la formation, c'est vrai, ça va apporter, mais quelqu'un qui n'a pas de culture client, elle va avoir des limites à un moment donné. Ouais. Alors, en fait, on a déjà l'essentiel de nos collaborateurs, ils sont en contact téléphonique avec nos bénéficiaires. Et on s'est aperçu au travers des données d'enquête qu'on pouvait avoir, de manière minoritaire, mais c'était un signal faible, une évolution négative quant à l'amabilité sur nos centres de contact. Donc ça, typiquement, ça a permis d'identifier qu'il fallait qu'on fasse effectivement attention à nos recrutements, que peut-être au cours des dernières années, on avait peut-être négligé cet aspect-là qui était finalement aujourd'hui, au-delà du simple CV que je peux recevoir, de la lettre de motivation qui est bien écrite, etc. Finalement, aujourd'hui, quelle est mon attitude? Hier, quand j'étais avec les équipes, une posture physique, généralement, on sait déjà quelque part si la personne elle est ouverte ou pas. Et ça, c'est vrai qu'on le fait de plus en plus attention. Finalement, quelle est la qualité du discours tenu? Est-ce que finalement, la personne aussi, elle a une attitude ouverte? Est-ce qu'elle est empathique? On parle beaucoup d'empathie aujourd'hui dans tout ce qui est littérature justement universitaire, l'émotion. Est-ce que cette personne, elle est capable aussi de s'ouvrir un petit peu aux autres et d'aller quelque part au-delà d'un simple aspect contractuel? Nous, encore une fois, on est là pour porter assistance aux gens. Donc c'est important de pouvoir sortir de son contexte. Donc avoir aussi un esprit de proactivité, l'empathie, encore une fois, j'y reviens. Donc c'est vrai que ça va être lors de tests, d'entretien physique, on va pouvoir le voir, et pas uniquement sur des CV. On fait aussi par exemple des entretiens vidéo de plus en plus pour voir ça. Juste si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, je ne sais pas s'il y a des gens d'Amazon dans la salle. À ma connaissance, c'est l'ancien DG France d'Amazon qui le disait, Amazon recrute moins sur le CV que sur l'obsession client. C'est le propre mot. Hein. Voilà. L'obsession client. Donc ils discutent et ils disent, moi la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que cette personne est obsédée client. Voilà. Et donc, je parlais du COS tout à l'heure, avec l'ensemble des entreprises avec lesquelles on travaille, à chaque fois, le DRH vient nous voir en disant, le COS, ça mesure les entreprises et les collaborateurs actuels. Nous, notre problème, c'est de recruter et c'est pour ça que votre question, c'est exactement celle-là. Comment je fais pour recruter des... Voilà. Et donc, ce qui fait que si vous attendez un mois ou deux, vous aurez un nouvel outil dédié à ça, et uniquement à ça. Parce que justement, il y a une vraie demande. Une vraie demande. Juste pour compléter, je vais vous donner un exemple. Il y a 1 ou 2 mois, je cherchais à recruter quelqu'un pour rejoindre mon équipe. Donc, on avait reçu un certain nombre de CV. On a fait une shortlist de ces CV-là. On a fait passer un entretien vidéo. La vidéo elle dure 1 minute. Le candidat, donc, il est forcé de choisir les thèmes qu'il va aborder. Et on ne lui pousse pas de questions. Finalement, j'ai retenu que les vidéos où il y avait au moins une citation du mot client. Ça paraît tout bête ce que je dis, hein. Mais j'avais par exemple 3 CV vidéo comme ça. J'en avais 2 pour lesquels on sentait une vraie implication client.
La personne, vraiment, elle avait compris l'enjeu, on sentait qu'il y avait une vraie orientation. J'avais un candidat, il n'a pas parlé une seule fois, il est resté dans sa formation théorique, il me parlait quasiment de ROI de manière permanente. Non, il est passé à côté, c'est pas ce que j'ai voulu. Au-delà de ses propres qualités, il avait un CV génial, hein, mais c'est pas ce qui m'intéressait. D'autres questions? Monsieur. Une dernière question. Bonjour, moi ma question, j'ai essayé de l'exprimer de manière claire. Certaines marques ne sont pas égales versus la satisfaction des clients. Hein. Quand on est une marque, je ne vais pas en citer, mais glamour, ou quand on est dans des marques un peu plus difficiles, je m'adresse plutôt à vous, Monsieur Ray, c'est comment est-ce qu'on peut effectivement mesurer, est-ce qu'on peut comparer du coup des NPS, des satisfactions générales, avec cet handicap pour certaines marques, effectivement, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez. Alors, je ne sais pas si vous parlez de marque ou de secteur, parce que c'est vrai que... c'est lié, voilà. Oui. Parce que mais si vous êtes dans le luxe, par exemple, le luxe... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec EDF, il y a seulement dans le secteur de l'énergie. C'est vrai que moi, au marketing d'EDF, faire un moment mémorable, si vous voulez, moi, j'appuie sur le bouton, ça marche, j'appuie sur le bouton, ça s'éteint. Waouh! Donc c'est compliqué, quoi. Mais bon, pareil, dans le domaine de la santé, on peut en discuter à l'inverse. Enfin bref, il y a plein de domaines où c'est plus compliqué. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, alors là, je reviendrai au CES, typiquement l'effort score. La première chose, c'est une sorte de pyramide, c'est en revenir aux basiques. Voilà. Et on oublie tous nos basiques. C'est qu'on veut tellement faire du bonus en disant il faut enchanter, faire quelque chose de mémorable, qu'on en finit par faire quelque chose de très mémorable négativement. Alors, c'est pas très sexy, ce que je vous dis, je suis désolé, mais back to basic, une fois de plus. Moi, quand j'achète une voiture, il y a des freins, il y a des roues, bref, voilà. Quand je prends l'avion, je sais que ça se passe bien, etc., etc. Et quand on regarde ce qu'on fait pour nos clients, finalement, on s'aperçoit que... Et alors, pour ces marques-là, et je vais revenir à ce que disait Madame tout à l'heure, puisque tout est égalitaire, c'est des commodités quasiment, eh ben, je reviens à l'expérience client. Créer de l'émotion, ça se passera, y compris et encore plus dans un monde digitalisé, ça se passera par un regard, par quelque chose que j'ai pu faire pour vous au moment où j'ai besoin de vous. Et dans le domaine de l'assurance, c'est fondamental. C'est au moment où je suis inondé, là, je vois le moment de vérité. Sauf que ce moment de vérité, il m'arrive jamais ou une fois. Et c'est à ce moment-là que l'inondation concerne 100 000 personnes. Et à ce moment-là, je dois, moi, trouver. Et donc, c'est là que ça va se passer. Et toutes les études montrent ça. Plus on sera dans un univers digitalisé, plus la vraie différenciation se fera, bien sûr, là-dessus, mais surtout sur l'humain. Et ce sera le moment de vérité. On n'en aura pas 50, il y en aura un, y compris pour les commodités. Merci. Merci Daniel, merci Jérémy de votre présence, merci à vous. Merci à tous pour les votre trois. écoute, merci pour votre temps. Et bon salon. Et vous pouvez venir nous rejoindre sur notre stand si jamais vous avez envie de poursuivre la discussion ou de nous poser des questions.